demandez quelle différence il y a entre l'école à la maison et l'école publique. Est-ce que la qualité des apprentissages est la même? Est-ce que le rythme de l'école est le même? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre les deux? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience vis-à-vis de l'école publique et de l'instruction en famille et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi l'instruction en famille. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils, des astuces, des recettes et bien d'autres choses pour vous aider dans la vie de tous les jours avec vos enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de l'école publique et de l'instruction en famille. Je fais cette vidéo pour répondre à un commentaire qui m'a été fait sur la vidéo du planning IEF. Je trouvais les questions très intéressantes, du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour y répondre parce que j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Alors je vais vous parler de mon expérience, ce sera mon opinion, évidemment tout le monde ne sera pas d'accord avec, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'en pense, donc je voulais vous l'exprimer dans cette vidéo. Alors dans ce commentaire, on me demandait pourquoi j'ai choisi l'école à la maison. Est-ce que c'est par rapport au fait que mon grand, qui est maintenant en CM1, a été en école publique et ça m'a fait changer d'avis. Alors c'est un peu plus compliqué que ça remonte aussi à mon expérience que j'ai vécue en école, puisque j'ai fait la formation de professeur des écoles. J'ai terminé un Master 1 et je n'ai pas pu aller en Master 2 parce qu'il fallait passer le concours de professeur des écoles. Et pour la faire courte, vraiment très courte, j'ai accouché de mon premier garçon à la rentrée de la première année de master. J'ai réussi à terminer ma première année de master, mais pas à passer le concours qui était au milieu de l'année. 15 jours avant le concours, je me suis retrouvée toute seule avec mon fils et ça n'a pas trop aidé, on va dire. Et en plus, je l'ai loupé de pas grand chose. Du coup, j'ai pas eu le concours, j'ai pas pu passer en deuxième année de master. Et ensuite, j'ai dû du coup travailler, puisque j'étais toute seule avec mon fils, il fallait bien que je le nourrisse, hein. Donc voilà. Et pour ne pas perdre un petit peu ce côté école, j'ai décidé de travailler dans les écoles auprès d'enfants porteurs de troubles autistiques, ce qui me permettait de me faire de l'expérience finalement, en attendant de repasser le concours en candidat libre. J'ai fait ça pendant 3 ans, mais j'ai pas réussi à repasser le concours parce que c'était un peu compliqué de le passer en candidat libre et surtout de trouver du temps pour aviser à la maison. Voilà. Hop hop hop, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je vous laisse avec la suite. Mais en tout cas, pendant ces 3 années, j'ai déjà vu beaucoup de choses qui ont fait que l'école, pour moi, ça me rebutait de plus en plus. La formation de professeur des écoles est très mal réalisée, c'est-à-dire que, pareil, je vais vous la faire courte parce que sinon je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais en gros, énormément de licences même qui n'ont rien à voir amènent au master de professeur des écoles, ce qui fait que la formation de professeur des écoles, finalement, elle se fait sur 1 année et demie, avec un rattrapage des notions, par exemple de mathématiques, qui n'ont pas été faites pendant 3 ans pour ma part dans la licence que j'ai effectuée, et du coup qui ont un manque de matière très importante sur les enfants, sur le développement des enfants, tout ça, et qui font que les professeurs arrivent dans les écoles et ne sont absolument pas prêts. Bref, cette formation fait aussi que je trouve que les professeurs qui sont dans les écoles ne sont pas prêts et ne peuvent pas partir sur des bonnes bases dans le professorat et faire des classes qui amènent à plus de potentiel. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais voilà, c'est cette formation, je trouve qu'elle est pas au top. Le fait qu'il y ait très peu de choses qui soient vues sur le développement des enfants fait que les professeurs des écoles réalisent toujours les classes dans les mêmes contextes. C'est-à-dire que la plupart du temps, on voit des classes où il y a des affiches partout. En fait, elles sont surchargées d'affiches, de couleurs, de plein de choses autour des murs. Parce que tous les professeurs font ça, donc ça se répète à chaque fois. Sauf que vous serez d'accord avec moi que pour avoir une ambiance apaisée, une ambiance où on puisse se concentrer, par exemple quand vous allez dans les instituts de massage, alors j'y vais très rarement, mais généralement l'ambiance est plutôt détendue parce qu'on a des couleurs claires, des couleurs pastel. On a une ambiance qui est faite pour être bien. Dans les classes, on a tous ces murs qui sont surchargés, des couleurs vives, plein de choses qui font que ça
déconcentre les enfants, qui fait que inconsciemment ça rend anxieux les enfants. L'année dernière, je suis allée dans une classe, en fait la maîtresse avait collé sur le mur l'alphabet, mais l'un en dessous de l'autre, enfin c'était vraiment un foutoir. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais même moi j'ai mis il y a un quart d'heure avant de comprendre le fonctionnement sur le mur. Alors vous imaginez une petite section. Et en fait, la classe, elle me stressait, c'était vraiment très encombrant toutes ces choses. Et ça donnait pas du tout envie de se détendre ou de se concentrer sur quelque chose. Et je comprends pas pourquoi les classes sont pas plus dégagées, avec des murs vides, avec seulement un petit coin où on met les affichages et pas des trucs énormes, à leur hauteur, et pas en haut du plafond, où ils peuvent pas lire, et des plantes. Dans les classes, il n'y a aucune plante. On sait que les plantes, elles ont un effet apaisant, elles réduisent le stress, elles augmentent la concentration, et il n'y en a aucune dans les classes. Je trouve que ça devrait être essentiel dans une classe d'avoir des plantes. Et puis ça amène de l'oxygène. Voilà, déjà ce rapport ambiance de classe me déplaît. Pareil, ils ont cette manie, entre guillemets, de mettre des bancs partout dans les maternelles, alors que les enfants n'arrivent pas à tenir assis sur une chaise. Et donc ils se retrouvent à toutes les 5 minutes dire assis-toi correctement, assis-toi correctement. Et puis même des fois, il n'y a même pas assez de place pour les enfants sur les bancs, donc ils mettent des chaises en plus sur les côtés, et ça fait un foutoir pas possible. Et je ne comprends pas pourquoi tout simplement ils ne retirent pas ces bancs et ils ne les mettent pas assis par terre. Par exemple, dans les classes Montessori, il y a ce qui s'appelle des ellipses, donc c'est un cercle, et les enfants sont assis soit autour du cercle, soit dedans. C'est plus convivial, c'est plus sympa, et puis ça évite que ça gigote et que ça tombe du banc. Et aussi que j'ai vécu l'expérience, en fin de matinée, les enfants piquent tous du nez vers 11h, en tout cas en petite section. Il faut faire attention qu'ils ne tombent pas du banc parce qu'ils sont à moitié endormis sur les bancs et ils se cassent la figure. Voilà, c'est toutes des petites choses que j'ai vues qui me dérangent. Et pour continuer dans ce côté stressant et anxiogène, d'après moi ce que j'ai vu pendant ces années, alors je vais parler principalement pour la maternelle, en fait on speed les enfants toute la journée. C'est allez vite, on se range, et hop, on leur met les mains, allez vite les toilettes, dépêchez-vous, vite, 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 il faut faire pipi, allez, 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 vite, vite, asseyez-vous, on va faire l'activité. Et puis quand ils sont en train de faire l'activité, on ne leur laisse même pas le temps de se concentrer, tout ça, c'est allez vite, dépêche-toi, regarde, ton copain, il a bientôt fini, t'as même pas commencé, allez vite, vite. Puis voilà, c'est toujours dans la comparaison des autres, alors qu'il n'y a pas à comparer, en fait. Il n'y a pas du tout à comparer. Et c'est vraiment toute la journée comme ça, à les stresser. Bah pareil, quand ils vont à la récréation, allez vite, 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 on met les chaussures, allez, dépêche-toi de mettre tes chaussures, dépêche-toi de mettre ton manteau, allez, vite, vite, vite. En fait, c'est toute la journée, on les speed, on les speed, on les speed, parce que, bah, évidemment, qu'avec une classe de 25 à 30 enfants, on ne peut pas faire cours correctement. Et il faut se dépêcher, parce que sinon on n'a pas le temps de faire tout, ce qui est totalement normal. Je ne comprends pas qu'on ait encore des classes de 25 à 28 enfants en maternelle, c'est juste pas possible. Du coup, on est obligé de les stresser toute la journée, à les speeder, à les speeder, à les speeder, pour pouvoir faire des activités. Et voilà, je trouve que l'école est stressant et pour les petits, est vraiment stressant. Et par exemple, sur Facebook, je suis sur de nombreux groupes de parents, et je vois énormément de posts où les parents disent depuis que mon enfant est à l'école, il est en colère, depuis que mon enfant est à l'école, il est comme ça, depuis que mon enfant est à l'école, elle est hyper stressée, il y a toujours un truc avec depuis que mon enfant est à l'école. Bah oui, bah moi je comprends totalement que depuis que l'enfant est à l'école, il y a des soucis, parce que l'école c'est compliqué, c'est stressant, ça fait beaucoup d'émotions pour les enfants qui ne savent pas encore gérer, et donc c'est normal que depuis que l'enfant est à l'école, il y a des choses qui ne vont plus. Je voyais bien, après c'est pas la faute des maîtresses évidemment, c'est l'ambiance qui est comme ça, et puis c'est la charge du nombre des enfants, mais c'est toute la journée à les tirer, à leur faire s'accrocher les mains, à les pousser, à les ranger en rang comme des soldats là, aller au garde à vous. C'est pas possible en fait. Enfin moi j'ai pas envie qu'on tire et qu'on secoue mon enfant toute la journée pour qu'il soit bien aligné avec les autres enfants. Tous à côté l'un de l'autre, on se tient la main et on bouge pas. Bah non, 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 c'est pas possible. Personnellement, moi je les mettrais en queue leu, on ferait un petit train, une petite musique pour aller jusque dans une autre salle, puis ce serait bien plus fun que se tenir par la main. Chose aussi que je n'apprécie pas, c'est ce manque de tact avec les enfants et le fait qu'on les force au contact.
par exemple, on les force à se tenir la main. Mais si l'enfant n'a pas envie, enfin, moi personnellement, tu me dis tu tiens la main à lui là-bas, j'aurais pas envie de te tenir une main dont je n'ai pas l'habitude de tenir. Je me sentirais mal à l'aise. Et on force les enfants comme ça, allez, on se tient la main, tout ça. Alors nous on fait tout un speech pour dire que personne ne doit toucher l'enfant, que son corps c'est son corps, qu'il faut qu'il fasse attention. Et puis à l'école on les force à se tenir la main, on les force enfin, on les force entre guillemets, ils se font pipi. En maternelle, chacun devant tout le monde c'est normal apparemment. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'il faut qu'ils fassent devant tout le monde, parce que c'est pareil à la maison, on leur apprend à se cacher, à faire pas pipi devant tout le monde en tout cas. Et à l'école, tout est déconstruit, il faut tout reconstruire à la maison et c'est fatigant effectivement. Ensuite, il y a aussi la qualité des apprentissages. Alors déjà, par le fait qu'ils soient nombreux et par tout ce temps qui est perdu à devoir gérer un gros groupe, les apprentissages sont réduits, puisque de ce que j'ai vu pendant 3 ans en maternelle, j'ai fait principalement de la maternelle et j'ai fait une année de CE2. Enfin, j'avais 2 enfants. Le matin, j'étais en maternelle et l'après-midi, j'étais dans une classe de CE2. De ce que j'ai vu en maternelle, le matin, ils ont le temps de faire une activité ou 2 max. Parce que pareil, le temps d'aller aux toilettes, tout ça, des fois aussi ils font la motricité et le temps qu'ils reviennent et tout, ils ont vraiment pas le temps de faire beaucoup de choses. Donc du coup, les apprentissages sont plus lents, effectivement. Et puis, ils sont par groupe, et il faut que tout le monde fasse pareil. Les activités sont souvent sur feuille. Et là, ça complique beaucoup les choses, parce que c'est pareil. Une fois qu'on connaît le développement des enfants, on sait que l'abstraction, chez les petits, est incompréhensible et est difficile à comprendre jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans. Progressivement, ils vont comprendre l'abstraction. Mais quand ils rentrent à 3 ans à l'école, l'abstraction, c'est très 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 compliqué. Alors leur faire dire, tu vois sur la feuille, il y a 3 points, ça veut dire une quantité de 3, trop compliqué pour eux. Et très souvent, c'est ça qu'on leur donne. Le problème, c'est que du coup, ils perdent du temps à comprendre, ils vont mettre beaucoup plus de temps à comprendre. Et souvent aussi, on se retrouve avec des activités qui font tout en même temps. Et du coup, les enfants se perdent. Il va y avoir, par exemple, le plus simple du monde, ce qui est fait régulièrement, c'est on est jeudi. Hop, on va voir le mot jeudi, et en dessous, on va avoir des rectangles, et l'enfant va devoir recoller les lettres, une par une, en dessous du mot. Reconnaître le même mot et coller les lettres. Donc il va y avoir du découpage, donc déjà les lettres, elles vont être à moitié découpées, il va même plus reconnaître c'est quoi. Il va y avoir du collage et de la reconstitution de mots. 3 choses bien trop compliquées à faire tout seul en tout cas, puisque vu qu'ils sont en groupe, l'enfant doit se débrouiller un peu tout seul. Et c'est pas possible. Et du coup, il perd du temps parce que les étiquettes, elles tombent par terre, il manque la moitié des mots, du coup, il peut pas reconstituer son mot, patati patata, et du coup, l'activité, elle perd tout son potentiel en fait. Il faut pas faire tout en même temps. Mais ça, c'est pareil, dans une classe de 25, tu vas pas pouvoir découper les lettres pour tout le monde, c'est pas possible. Donc, il faut les faire découper par les enfants. Donc, c'est une perte de temps. Alors, à la limite, ils pourraient faire une activité où ils font que le découpage, et ensuite, ils gardent leurs petites lettres, ils les mettent dans un endroit et ensuite ils les réutilisent un autre jour. Mais pareil, garder 25 petites boîtes et puis en plus ça fait perdre du temps pour une autre activité par la suite puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, tout ça fait que les activités sont pas comment dire, optimisées. Je sais pas d'autres mots, j'arrive pas à trouver. Voilà. Et puis en plus, généralement, les enfants se perdent un peu, ils vont pas assez vite et finalement on leur dit allez dépêche-toi et finalement c'est la scène qui va mettre les lettres et l'enfant va coller puis en fait il n'aura fait que du collage. Donc c'est pas vraiment optimal pour apprendre. En ce qui concerne les plus grands en primaire, ce qui me dérangeait aussi, cet apprentissage de tables alignées et de maîtresse au tableau, qui dit une leçon, les enfants généralement soit ils s'écoutent, soit ils sont ailleurs. Et aussi cette restriction de mouvement, qui est d'ailleurs aussi en maternelle, parce que très rapidement on veut les mettre assis sur une table en petite section, alors que tout ce qu'ils ont envie, eux, c'est de dépenser une énergie folle qu'ils ont à cet âge-là, et surtout pas de rester assis. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de tables dans une école, et en plus, encore plus en petite section. Moi je me souviens de la classe de mon grand quand il était petit. En fait, il y avait des grosses tables qui prenaient toute la place dans la classe. La classe était minuscule, je ne sais même pas comment ils arrivaient à faire tenir les 25 enfants là-dedans.
Elle était vraiment très très petite et enfin les enfants ils n'avaient pas beaucoup de place pour bouger et à part aller du banc jusqu'à la table qui était juste derrière en fait. Enfin, il y avait très peu de place et ça limitait beaucoup les mouvements. Et ben en primaire c'est pareil, toutes ces tables là qui sont alignées limite mis une par une pour les professeurs encore plus stricts qui veulent pas de discussion, tout ça. Enfin, un enfant, c'est plein d'énergie, c'est plein de vie, ça a besoin de bouger, ça a besoin de parler. Et ils veulent absolument, dans les classes, les faire taire avec leur tableau de si tu parles trop, t'es dans le rouge, si t'as un mauvais comportement, t'es dans le rouge. Mais ça marche pas, ça. Si ça marchait, on le ferait depuis longtemps. Mais non, ça ne fonctionne pas. Et apprendre bêtement au tableau comme ça, où vous écrivez la leçon, ça ne fonctionne pas non plus, ça n'a jamais marché. Et je trouve ça dommage encore que tant de professeurs utilisent cette technique qui ne fonctionne pas et ne cherche pas d'autre chose. Je constate, et j'ai constaté avec mon grand, que ce manque de mouvement fait que quand il rentre de l'école, surtout depuis le CP où il passe de la grande section où il y a, même s'il y a des tables et des groupes, il y a encore le droit à beaucoup de mouvements dans la classe, alors que là en CP, ils sont 10 fois plus stricts et là ils n'ont même plus le droit de bouger de leur chaise. Et là, comment vous dire que depuis le CP, mon fils, à chaque fois qu'il rentre de l'école, c'est une explosion parce qu'il s'est contenu toute la journée, il s'est contenu, il a contenu ses mouvements, il a contenu ses paroles, il s'est tellement contenu que, que quand il rentre de l'école, il explose littéralement, une vraie bombe. Il peut vous faire des allers-retours comme ça, en haut, en bas, à droite, à gauche. Il faut qu'il sorte. Ça va bien durer au moins 15 minutes. Et une fois qu'il a tout sorti, pouf, il se rapaise. Et depuis le CP, systématiquement, quand il rentre de l'école, il explose. Il a besoin de sortir ce trop-plein qu'il a d'énergie qu'il n'a pas pu faire à l'école. Et voilà. Et cette année, j'ai remarqué, parce que j'ai une maîtresse qui, enfin, fait un peu autrement et qui installe, alors, il n'a pas une place attitrée, personne n'a une place attitrée dans la classe. Il y a plein de petits groupes de tables, des espaces où il n'y a même pas de table, et il est libre des mouvements dans la classe. Et il va faire son activité dans un petit groupe, après il va faire une autre activité dans un petit groupe, et ce qui lui permet de se déplacer dans la journée. Et je remarque qu'effectivement, depuis cette année, quand il rentre de l'école, il a encore un peu d'énergie à dépenser, évidemment, mais c'est moindre par rapport aux autres années où c'était vraiment une explosion. Alors que là, c'est un peu d'énergie, mais c'est pas une explosion. Voilà, donc cette oppression du mouvement et de la parole dans les écoles, ça aussi, ça m'agace. Autre chose, c'est le programme. L'éducation nationale a un programme bien défini avec un socle commun et tous les enfants doivent apprendre la même chose ensemble, au même niveau, tous les ans, ni plus ni moins. Et ça, enfin, c'est pas normal. C'est pas normal. On est tous différents, on n'apprend pas tous pareil, on a tous des passions différentes, on ne peut pas, on n'est pas des robots, on ne peut pas apprendre tous pareil, avoir tous les mêmes compétences à la fin de l'année. Et il y a d'ailleurs un livret de compétences qui est coché à la fin de l'année, où alors en petite section c'est des photos, où l'enfant doit avoir acquis ça, et puis s'il n'a pas acquis, oh là 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 là, c'est la catastrophe. Non mais vraiment, c'est épuisant. Je me souviens que mon garçon, mon plus grand, petite section, il était très très bien. En plus, moi, l'année avant qu'il rentre dans l'école, j'avais déjà fait quelques jeux avec lui. Je lui avais préparé des activités pour qu'il rentre à l'école maternelle avec quelques bases. Parce que je savais que c'est pas l'école qui allait lui apprendre tout ce qu'il avait besoin d'apprendre. Donc, j'avais appris quelques bases. Donc, à la fin de la petite section, il avait un très bon niveau. Même si on s'en fiche un peu. Mais il n'y avait qu'une chose qui dérangeait le professeur, c'est qu'il n'arrivait pas à tenir son crayon correctement. Et juste pour ça, l'année suivante, il y a eu 2 classes de moyenne section. Une classe de moyenne section et de petite section, et une classe de moyenne et de grand. Et il me l'avait mis dans la classe des moyennes et de petite section parce qu'il ne savait pas tenir correctement son crayon. Sauf que j'avais eu cette appréciation-là sur le bilan fin juin. Donc pendant juillet et août, je lui ai fait travailler entre guillemets à la maison. On a fait des jeux pour qu'il arrive à tenir correctement son crayon. Donc en septembre,
Le maître a vu qu'il savait tenir son crayon. Et j'ai demandé pour qu'il change de classe parce que je préférais qu'il soit avec des plus grands qui puissent l'aider que de se retrouver avec des plus petits qui, pour moi, ne pas l'aider à progresser. D'ailleurs, en Montessori, il n'y a pas de niveau d'âge de classe, c'est une ambiance 3-6 ans et une ambiance 6-12 ans. Et donc de 3 à 6 ans, les enfants sont ensemble, ce qui permet aux grands d'aller aider les plus petits. Et je trouve ça super important. Donc, l'école, elle pointe toujours ce qui ne va pas, jamais ce qui va. Et en plus, il faut que tout le monde rentre dans la même case. On moule, on rentre et on y va. On moule, on rentre et on y va. Bah non, 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 non. Si un enfant a envie d'apprendre à lire à 3 ans ou à 4 ans, et ben on y va. On rentre à fond dans sa passion et on apprendra à lire. Et puis s'il compte l'année d'après, c'est pas grave. Il va finir par compter dans tous les cas. Mais l'école, c'est pas ça. D'ailleurs, j'ai aussi une petite anecdote. Quand j'étais au lycée, j'étais en fait très très bonne en mathématiques. Franchement, j'avais une passion pour les mathématiques. J'adorais ça. Et le problème, c'est que j'allais trop vite, du coup. Quand on faisait des exercices, moi, le professeur me donnait 2 ou 3 exercices en plus. Et j'arrivais quand même à finir ces 2 ou 3 exercices en plus avant que les autres terminent le premier exercice. Parce que vraiment, c'était vraiment une passion. Sauf qu'au lieu de me faire avancer dans les mathématiques et me donner des choses qui n'étaient pas au programme, c'est pas grave, puisque c'était vraiment passionnant pour moi. Bah non, je devais attendre ou aller aider les autres parce que c'était pas dans le programme, donc il ne voulait pas m'en apprendre plus, quoi. Et ça, c'est tellement dommage. J'ai toujours été frustrée, j'avoue. Donc pour en revenir à l'école élémentaire, le fait que tout le monde doit avoir le même rythme, ça me dérange aussi. Pour moi, c'est pas possible. Et du coup, pour pallier à ça, on inclut dans les classes des maîtresses A, des maîtresses E, Z, Y, tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a qui sont en retard sur un point, il y en a qui sont en retard sur d'autres, alors il faut rattraper. Mais peut-être parce que le programme ne va pas et qu'il y a autre chose derrière qui est le vrai problème et que les maîtresses A, W, X, Y, ça ne résoudra pas le problème. Mais bon, il faudrait que l'éducation nationale se remette en question et là... voilà quoi. Il ne fera jamais. Bon. J'ai aussi un problème avec, surtout ces dernières années, les professeurs contractuels. Eh bien, puisqu'ils sont tellement en manque de professeurs, non seulement pour le salaire qui est bas par rapport aux études faites, les classes surchargées qui ne permettent pas un travail correct, les matériels qui est très peu remplacé et très cher, beaucoup d'étudiants qui rentrent en école en Master 2 qui font une dépression parce qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie avec des enfants et qui se retrouvent avec 25 enfants. Et bah, croyez-moi, 25 enfants, il faut savoir le gérer, il faut avoir du courage et il faut être téméraire. Parce que j'ai travaillé en centre aéré avec beaucoup d'enfants et c'est pas donné à tout le monde vraiment. Et donc, comme je vous disais en tout début de vidéo, la formation de professeur est très mal faite et beaucoup de professeurs rentrent en école sans avoir jamais travaillé avec les enfants. Donc bah, ça donne beaucoup de personnes qui ne s'attendaient pas à ça, qui sont très surpris, qui ne supportent pas cette charge, qui font des dépressions et qui sont... Et du coup, on a un gros manque de professeurs des écoles. Ce qui fait que maintenant, ils prennent un petit peu partout, dans n'importe quel métier, des personnes pour faire professeur des écoles, même s'ils n'ont pas eu la formation, même s'ils n'ont pas passé le concours. J'ai vu une émission récemment qui m'a fait encore plus peur, une émission en caméra cachée d'une journaliste qui a fait l'expérience. C'est-à-dire qu'elle a demandé pour être professeur des écoles contractuelles. Sa demande a été très rapidement acceptée. Elle a signé un contrat et le lendemain, elle était dans une école, sans aucune formation, sans rien du tout. Elle se retrouvait dans une école. Alors la formation a été donnée après, mais je crois qu'il y avait 1 semaine de formation, un truc comme ça. On lui a préconisé de ne pas dire aux autres professeurs et aux parents qu'elle était contractuelle, puisqu'apparemment ça pose beaucoup de soucis. Et elle s'est retrouvée dans une classe où elle ne savait pas du tout quoi faire, en fait, puisqu'elle faisait un remplacement, donc elle demandait aux enfants ce qu'ils faisaient d'habitude, alors elle a essayé de s'adapter, avec des calculs au tableau où elle s'est trompée, parce qu'elle n'est pas professeure des écoles, donc elle n'a plus l'habitude de... Parce que quand on fait des calculs, nous qu'est-ce qu'on fait? Calculatrice.
refaire toutes des additions, poser tout ça, il faut refaire. Ça paraît bête, mais il faut bien refaire, il faut bien savoir expliquer aux enfants et ça se fait pas comme ça. Il faut trouver les bons mots, les bonnes techniques. Et elle était complètement perdue. À un moment donné, il y avait un enfant qui était un petit peu trop agité. Elle l'a mis tout seul, sans aucune surveillance, dans le couloir pendant une demi-heure. Mais c'est pas de sa faute. Elle n'a aucune expérience là-dessus. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, on va où? C'est pas possible de lâcher comme ça des personnes qui n'ont aucune formation dans les écoles. Bref, voilà, les professeurs contractuels aussi me font assez peur. Et je terminerai par une chose qui, eh ben oui, faut qu'on en parle, le harcèlement scolaire, qui moi aussi me fait très peur, sachant que mon plus grand garçon est de très petite taille. C'est le plus petit de sa classe, plus petite même que toutes les filles. Et je sais qu'il a déjà des moqueries là-dessus. Bon, je crois pas que ce soit excessif, mais c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. C'est quelque chose que j'ai vu dans mon entourage proche. C'est quelque chose qui, en ce moment, est pointé à l'école, puisqu'on a eu des réunions sur le harcèlement à l'école. Et, enfin voilà, quand on voit l'année dernière un petit garçon qui s'est pendu dans sa chambre, petite fille de 11 ans qui s'est jetée par la fenêtre, à cause de l'école, se pose des questions quand même. C'est quand même pas normal que les enfants soient aussi stressés d'aller à l'école. C'est pas normal. Et moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. On ne sait pas ce qui se passe à l'école. Des fois, je lui pose des questions, je me dis « Oh, mais il se passe vraiment ça dans ton école ?» J'aimerais bien être une petite souris pour voir comment ça se passe dans sa classe, mais je sais que déjà, rien que par le langage qu'il a quand il rentre de l'école, qu'il faut que je le reprenne tout de suite, les chansons qu'il chante quand il revient de l'école, TikTok, alors qu'il n'a pas accès à TikTok, et que c'est des chansons qui ne sont pas de leur âge, enfin, c'est énervant, parce qu'on essaye à la maison de lui donner un bon langage, de lui donner des bonnes règles, et puis il va à l'école et boum, il revient de l'école, c'est wesh, c'est des mots. D'ailleurs, des fois, je lui pose la question, je lui dis, mais tu sais ce que ça veut dire? Bah non. Voilà, il dit des choses, il sait même pas ce que ça veut dire, parce qu'il répète, toutes ces choses qu'il entend et qui sont pas folles. Et moi, quand il rentre de l'école, c'est insupportable son vocabulaire. Il le dit parce que c'est instinctif, parce qu'il le dit toute la journée à l'école. Et je suis obligée de le reprendre tout le temps en disant attention, t'es à la maison, je veux pas que tu parles comme ça. À l'école avec tes amis, tu fais ce que tu veux au niveau du langage. À la maison, tu reprends un langage correct. Mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est aussi ça qui me stresse et qui fait que j'ai pas souhaité que mon plus petit aille à l'école. Pour mon plus grand, je laisse encore cette dernière année qui va faire l'année prochaine de CM2 et ensuite je le mettrai en école privée. Après, je n'ai jamais été en école privée. Je ne sais pas si c'est mieux ou non. Je pense que c'est quand même un peu mieux peut-être. Après, il doit y avoir quand même des similitudes évidemment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux qui ont leur enfant en école privée. Si vous pensez qu'il y a des différences, si votre enfant était en public et qu'il est passé en privé et que vous avez vu qu'il y avait une différence, j'aimerais bien savoir parce que justement je pense le mettre en privé et j'aimerais savoir s'il y a vraiment une différence entre l'école publique et l'école privée. Donc n'hésitez pas à me le dire, je suis très intéressée. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je ne veux pas mettre mon enfant en école publique. Après, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu l'as pas mis en école privée ou dans une autre école? Eh bien, j'ai découvert, grâce à la parentalité d'ailleurs, j'ai découvert la pédagogie Montessori. J'ai eu la chance de pouvoir faire une formation pour être éducatrice Montessori. Une formation qui d'ailleurs a duré 1 an, moins qu'une formation enseignante, et qui m'a appris tellement plus de choses sur l'enseignement que la formation enseignante, mais alors tellement plus. Du coup, après avoir fait cette formation, je ne pouvais encore moins le mettre dans une école publique parce que cette formation, c'était une révélation pour moi. Tout est tellement clair et logique dans les apprentissages des enfants que j'ai même pas d'autres mots. En fait, c'est clair et logique et c'est dans le rythme de l'enfant. Ça permet en fait de développer leur plein potentiel, de développer leur autonomie. Le fonctionnement des apprentissages est vraiment bien plus développé. Et c'est ça qui m'a intéressée. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai cherché une école Montessori là où j'habite. Il y en a une et
bien malheureusement pour moi, 400 € par mois, un loyer, je peux pas. Je n'ai pas les moyens de donner 400 € par mois pour une école. Ce qui est bien malheureux parce que j'ai fait la porte ouverte dans cette école et c'était juste incroyable. J'étais très 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 frustrée pour ça. Vous voyez, vous rentrez dans cette école, la différence est là. Déjà, on a des grandes baies vitrées qui donnent sur de l'herbe, sur l'extérieur, et qui donnent une impression, pas d'oppression pour le coup, mais de liberté. On a des plantes, plein de plantes, des murs très dégagés, blancs, pastel, avec des couleurs apaisantes. Pas 50 000 bureaux, il y avait 4 ou 5 tables, mais pas des bureaux individuels, vraiment des belles tables. Pour les plus grands, pour les plus petits, il y avait une table, je crois, une seule table. Parce que en Montessori, dans les ambiances 3-6 ans, principalement les activités se font au sol sur des tapis. Et du coup, là, on se retrouve dans une ambiance bien plus chaleureuse. Il y avait un petit lapin qui se baladait, le petit lapin de l'école qui se balade toute la journée dans l'école, qui amène aussi de la sérénité, parce qu'on sait que les animaux, ça aide à se sentir bien. Un petit toilette où il n'y avait pas, je sais pas combien de toilettes et que tout le monde fait pipi en même temps. Non, un toilette. Et quand un enfant va aller aux toilettes, il peut y aller tout seul puisqu'il est la porte des toilettes et donne dans la classe. Donc l'enfant peut aller faire pipi et revenir tranquillement. Un petit endroit avec des petits lits si l'enfant a envie de faire une sieste. Des petites étagères et des activités bien sympathiques de motricité fine. Sur des petits plateaux, des petites tasses que les enfants ont très envie d'utiliser. Plein de matériel de motricité, de sensorialité, tout ce qu'il faut pour l'enfant pour qu'il puisse se développer et s'épanouir pleinement. Et honnêtement, j'étais vraiment subjuguée par cette classe. Voilà, par exemple, le midi, il n'y a pas de cantine. C'est les enfants qui vont préparer leur table. La maman, le papa, le parent amène le repas. Et l'enfant va chercher son repas, met sa propre table, mange, débarrasse, nettoie le sol, avec de l'aide évidemment pour les plus petits. Ça va de soi. Et voilà. Et l'autonomie, elle est plus. Moi, c'est ça que je recherchais pour mon fils. Je n'ai pas pu à cause du prix, mais j'ai eu la chance d'avoir fait cette formation d'éducatrice Montessori et je me suis dit, eh ben écoute ma cocotte, tu ne travailles pas pour l'instant, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester à la maison et faire l'instruction en famille pour pouvoir donner cet apprentissage par la pédagogie Montessori à mon fils. Étant donné que ça tombait bien vu que je commençais à faire des petites vidéos YouTube, ça me permettait aussi de pouvoir aménager un petit peu mon emploi du temps, faire un petit peu d'école avec lui et un petit peu de vidéos YouTube. Et c'est pour ça qu'on est parti sur l'instruction en famille. Alors évidemment, c'est génial, puisque on va au rythme de l'enfant. Je me suis adaptée à lui, au moment où il est fatigué. Je sais qu'il est fatigué en fin de matinée, donc on fait la sieste en fin de matinée et pas en début d'après-midi. Parce que alors là, si je fais la sieste en début d'après-midi, il dort plus le soir, c'est fini. Et puis de toute façon, il ne tient pas, il est KO, il mange mal. Donc il fait sa sieste en fin de matinée. Et on fait les apprentissages le matin et on fait pas trop d'école. Parce que oui, une chose que j'ai oublié tout à l'heure de dire, c'est les horaires d'école qui sont excessifs. Surtout pour les petits. 16h30, c'est trop. 8h30, 16h30. Alors évidemment, comme ils sont nombreux et qu'il y a beaucoup de choses à faire, dans une autre vidéo où j'ai expliqué que dans beaucoup de pays, l'école se termine vers 14h30, 15h. C'est très rare jusqu'à 16h30. En France, c'est super tard. Les enfants, ils sont fatigués. C'est beaucoup trop. Et à la maison, au moins, nous faisons l'école jusqu'à 13h30, 14h, ça dépend des jours. 14h30, ça dépend des activités qu'il y a à faire. En fait, on s'adapte tous les jours par rapport à l'activité qu'il y a à faire. Et évidemment que les jeux sont plus sympas à faire, ils sont plus ludiques. Je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai faite de mon fils. On était sur les nombres. Une petite étiquette avec un nombre de points devant lui. Il voudrait autant de voitures. Regarde, un hélicoptère. Ou de véhicules. Ou un hélicoptère, tu peux, oui. Et un hélicoptère. Oh, un camion de... C'est malin, comme oui. Voilà. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4. Oh. Et 5. Il y en a 5. 1,
comme il est passionné des voitures, on a fait une activité avec les voitures. D'ailleurs, ça l'a tellement passionné que tous les jours, il me demande pour qu'on la refasse. Il adore. Et je lui ai sorti juste ces petits bonhommes, un chiffre, des voitures, et il compte et il adore. Il adore parce qu'il joue. C'est ça aussi qui fait que les apprentissages sont mieux quand on les fait à la maison, parce qu'on peut les faire passer encore plus par le jeu. L'enfant va préférer aligner ses petites voitures dans un garage en les comptant, plutôt que de tracer un trait de 3 oranges sur le chiffre 3. Enfin, vous voyez, c'est logique. Et ça permet aussi de voir plus de choses. On peut facilement aller dans la nature et puis par exemple là on a beaucoup observé les arbres quand les feuilles sont tombées, parce que c'est la première fois qu'ils découvraient les saisons, donc on a beaucoup observé les arbres quand les feuilles tombaient, quand là c'est l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Enfin, c'est beaucoup plus simple que des photos qu'on montre à l'école, parce que souvent c'est des photos à l'école qui est encore très abstrait pour les petits, encore une fois. Si l'enfant est fatigué ou si je vois que l'activité il n'arrive pas à rentrer dedans, bah, j'insiste pas pendant 3 heures. On change et puis c'est tout. Et là, on peut rentrer aussi dans des apprentissages qui ne sont pas fixes. C'est-à-dire que s'il est plus intéressé par la lecture, et ben on va aller à fond sur la lecture et on rattrapera les maths plus tard, par exemple. Ça permet, pour ceux qui ne connaissent pas Montessori, Maria Montessori, elle a découvert que chaque enfant avait des périodes sensibles. C'est-à-dire que pendant une période, il va être fixé sur quelque chose qu'il va avoir très envie de découvrir. Ça va être comme une passion et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment lui donner tout le matériel nécessaire pour développer cette passion. Je vous donne un exemple. Mon fils, quand il avait 2 ans, il est descendu de sa sieste. Il descend les escaliers. Il vient me rejoindre dans le salon et j'étais sur l'ordinateur en train d'écrire un script. Et ça l'a fort intrigué de me voir appuyer sur les touches et de voir que ça mettait des choses sur l'écran. Alors, il m'a demandé « Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ?» Je lui ai répondu sincèrement. Alors, dans la pédagogie Montessori, on fait les choses un peu plus logiquement. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas le nom des lettres, on apprend le son des lettres directement. Puisque, pareil, voilà, en école publique, on leur apprend le nom des lettres qui n'a aucun intérêt, puisqu'une fois que tu connais le nom des lettres, tu ne peux absolument rien en faire. Et ensuite, on leur dit, bah maintenant que vous connaissez tout le nom des lettres, vous oubliez tout ce que vous venez d'apprendre, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de connaître le son des lettres. Et là, eh ben, on complique bien l'affaire des petits, parce que oublier le nom pour maintenant remplacer par le son, c'est extrêmement compliqué pour eux. Donc, en pédagogie Montessori, on apprend directement le son des lettres. On ne passe pas du tout par le nom des lettres. En fait, le nom des lettres va venir automatiquement dès qu'il connaîtra le son. Ça va venir tout seul. Donc, quand j'appuyais sur le clavier, je prononçais le son de la lettre. Et en fait, personnellement, moi, ça m'a impressionné, mais il a fait le rapprochement entre les lettres écrites sur le clavier de l'ordinateur, je regarde là-bas parce que mon clavier est là-bas, sur le clavier de l'ordinateur, et les lettres écrites partout, sur les boîtes, autre part, quoi. Et tous les jours, du coup, il faisait des sons, alors pas les mots évidemment, mais il essayait de faire des sons comme ce que je lui avais dit. Et ça a bien duré au moins 1 semaine et demie, 15 jours, et là je me suis dit, bon quand même, je pense que là il y a quelque chose qui l'intéresse vraiment, et ça le passionne quand même, hein. J'ai décidé donc, si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous voyez ce livre. Il s'appelle « Raconte-moi les sons ». Donc je lui ai lu les histoires, parce que c'est des histoires. Et sur l'histoire, on a une image avec le son. Je vais vous donner un exemple. La lettre A, c'est une petite fille qui va chez le dentiste et qui fait « A » parce qu'elle a mal aux dents. Et du coup, le A, c'est la bouche et la joue qui est gonflée. Et en fait, il a encore été plus passionné. Et à 2 ans et demi, il connaissait le son de toutes les lettres de l'alphabet. Parce que c'était une vraie passion. Et je ne l'ai pas forcé. Il me demandait tous les jours. Il adorait ça. Et quand je suis arrivée, parce qu'il a fait son contrôle pédagogique. Puisque quand on fait l'instruction famille, 1 fois par an, on doit passer un contrôle pédagogique pour vérifier que l'enfant apprend bien, qu'il ait un bon programme, tout ça, tout ça. Et quand il a vu que il connaissait déjà tous les sons de ses lettres, que j'avais commencé des digrammes, c'est-à-dire des sons avec 2 lettres, comme le ch, le 1, alors qu'il a que 3 ans et demi, il a commencé à paniquer. Mais réellement, il a dit « Ah oui, mais il faut pas aller trop vite, parce qu'après, il va savoir lire à 4 ans. » Et alors, qu'est-ce que ça fait s'il sait lire à 4 ans, au contraire? Et en fait, faire l'instruction en famille, ou l'école Montessori, ça permet à l'enfant de pouvoir
vraiment aller au bout des choses et de développer vraiment son plein potentiel sur une notion, quoi. Et de pas de la balayer comme ça rapidement, en gros. Ça permet aussi de jouer avec son enfant et de le motiver un peu plus. Par exemple, je sais qu'il y a des activités où il va être un peu fatigué et il va vouloir que je le fasse. Alors dans ce cas-là, on joue ensemble et puis on fait chacun son tour. Et comme ça, il est motivé et hop, on fait chacun son tour. Hop, après c'est moi qui va mettre le chiffre, après c'est lui qui va mettre le chiffre, par exemple, pour une activité de mathématiques. Ça aussi, ça permet d'être plus près et de l'encourager. Parce qu'évidemment, dans les écoles, on ne peut pas faire un par un, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, dans les écoles publiques. Parce que le matériel n'est pas adapté pour. Voilà en ce qui concerne l'instruction en famille. Et je viendrai sur ma dernière petite question, qu'on me pose souvent d'ailleurs. Est-ce que tu n'as pas peur que ton fils ne soit pas sociable parce que du coup, il ne partage pas des choses avec les autres, il n'est pas avec d'autres enfants, il va devenir insociable, nanani nanana. Alors, je vais répondre très clairement à cette question. Évidemment que non. Parce qu'un enfant, jusqu'à environ 7 ans, est dans un stade égocentrique. C'est-à-dire qu'il est centré sur lui-même. Déjà, pendant toutes ces années, il va apprendre à se développer lui-même, à développer ses compétences, à développer ses savoirs. Il va apprendre à compter, à lire. C'est déjà beaucoup de choses à faire. Alors le côté social, il est loin derrière. Il ne rentre même pas encore en considération parce que avant, allez, à partir de 5, 6, 7 ans, l'enfant n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre personne. Il n'est pas capable de savoir ce que l'autre ressent quand il fait une action. Il n'est pas capable de socialiser. D'ailleurs, dans les ambiances Montessori 3-6 ans, les activités sont des activités individuelles. Chacun prend son plateau, chacun se met sur un tapis ou la table et fait son activité. Donc les enfants, les principales activités, c'est individuel parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité à se socialiser. Vous allez dans une classe de petite section, vous le verrez en fait. Vous allez voir que les enfants sont chacun dans un coin, ils ne se parlent pas. Ou alors ils se disent un mot et puis ils repartent. Et les principales conversations entre eux, quand ils sont par exemple mis en groupe autour d'une table, c'est pipi, caca, prout. Non mais je plaisante pas, hein, réellement, hein, c'est pipi, caca, prout. Ils ne savent pas discuter entre eux, ils en sont incapables. Mais c'est aussi très compliqué pour eux de devoir toute la journée être en relation avec tout le monde. Donc non, la sociabilisation n'est pas un problème en soi. Alors évidemment, je ne garde pas mon enfant chez moi toute la journée, personne ne le voit, non, on ne voit personne non plus. Le mercredi matin, il va à la baby gym, il voit d'autres enfants, ça se passe très bien d'ailleurs, il participe avec les autres, il attend son tour, il n'y a pas de problème avec ça, il a très bien compris les règles. Il met la main avec tout le monde quand on dit au revoir, donc voilà, il n'y a pas du tout de problème. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être extrêmement longue. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'en ai beaucoup dit. Alors après, je dis pas non plus que l'école c'est catastrophique, que les enfants apprennent rien. Non, ils apprennent quand même. Évidemment, ils apprennent. C'est quand même fait pour ça. Mais ils apprennent pas de façon optimale. Ils apprennent pas... En tout cas, moi, c'est un rythme, c'est une façon de faire qui ne convient pas et que je ne veux pas pour mon fils, tout simplement. Encore une fois, ça reste mon opinion. Encore une fois, vous allez voir, il y a des maîtresses qui vont être superbes, qui vont réussir à dégager quand même un plein potentiel chez votre enfant alors que les règles sont assez strictes en école. Et parfois, à l'inverse, votre enfant va tomber dans une classe avec une maîtresse où ça va pas aller parce que la maîtresse ça va pas aller, elle va pas être compétente, hein, je sais pas comment dire ça autrement, autant que celle d'avant, et ça va pas aller. Alors dans ce cas-là, c'est compliqué, souvent on ressent tout de suite, et voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. Je vous laisse, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt. Thank you.